Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bonjour, bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois et dorénavant en rediffusion tous les jeudis de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Notre invité aujourd'hui, Jean-Jacques Delfour, est professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles à Toulouse. Bonjour. Ah, nous avons perdu Jean-Jacques Delfour. Alors, on va essayer de le récupérer. Allô ? Est-ce que vous nous entendez ? Bien, écoutez, pendant qu'on essaye de le récupérer, je vais donc Jean-Jacques Delfour est l'auteur d'articles sur le nucléaire parus dans Le Monde et dans Libération, dont les titres nous ont pour le moins interpellés et puis dans la lecture nous a vivement intéressés. Je crois qu'on peut même dire qu'on s'y est bien retrouvé. Alors nous avons récupéré Jean-Jacques Delfour. Allô ? Vous m'entendez ? Ah, des problèmes de technique. Alors, on va essayer de... Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? On va essayer de téléphoner et puis... Donc, en guise d'introduction... Allô ? Bon. Oui, est-ce que vous nous entendez ? Très très bien. Non, mais alors, est-ce que moi, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Ah oui. bon, alors, très bien. Donc, j'avais l'impression de parler dans le vide. Donc, je vous ai présenté, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles à Toulouse. Merci d'être avec nous sur Radio Galère. Je vous propose, dans un premier temps, que nous commentions les 3 articles que vous avez écrits donc, dans Le Monde et pour Le Monde et pour Libération, qui s'intitulent respectivement Nucléaire et jouissance technologique, La dangereuse imposture nucléaire et Sortir du nucléaire où il restait une même illusion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, à moins que nous ne soyons déjà dans le vif du sujet avec cette question, pourquoi est-ce qu'un philosophe s'intéresse tout d'un coup au nucléaire ? Écoutez, oui, pour ce qui me concerne, c'est tout d'un coup, parce que jusqu'au mois de mars 2011, j'avais gobé la fable qui avait été fabriquée à propos de Tchernobyl, c'est-à-dire que finalement c'était une catastrophe soviétique et pas tellement une catastrophe nucléaire, et que finalement en France, au Japon, aux États-Unis, dans les pays sérieux, technologiquement avancés, il n'y avait pas raison de s'inquiéter. Et c'est la catastrophe de Fukushima qui m'a tout simplement réveillé. Alors ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est que depuis une dizaine d'années, je travaille sur la question des techniques en général, et donc un peu inévitable que un jour ou l'autre, je rencontre ces questions-là. Mais c'est vrai que ce qui m'y a conduit, c'est la catastrophe de Fukushima qui est toujours en cours, d'ailleurs. Je crois que on a été, beaucoup de personnes ont été sensibles se sont effectivement réveillées à ce moment-là. On est en train, par contre, de faire l'expérience peut-être d'un recul dans cette prise de conscience.
Oui, alors c'est vrai que depuis quelques mois, il y a une pente descendante, hein, et c'est dû à la fois à la vigueur de la propagande, c'est-à-dire que les pro-nucléaires sont très nombreux, très puissants, ils disposent de relais extrêmement nombreux et efficaces dans la presse, chez les politiques et ailleurs, et donc la propagande est active. Il y a un autre aspect, c'est que la catastrophe de Fukushima, comme celle de Tchernobyl, est un objet nouveau au sens où nous ne sommes pas habitués à des catastrophes qui durent. La notion même de catastrophe, depuis des millénaires dans l'humanité, est expérimentée comme quelque chose de catastrophique ponctuellement, pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais tout le monde pense que ça va s'arrêter, que ça s'arrête, disons, et qu'après on a affaire aux conséquences. Or, la particularité très nouvelle des catastrophes nucléaires, c'est qu'elles commencent un certain jour et puis on ne peut pas dire quand ça va s'arrêter. Tchernobyl est toujours en cours au sens où la contamination des territoires biélorusses, ukrainiens, etc. est en activité, si je puis dire, est un fait constant. Fukushima, c'est tous les jours, c'est chaque heure qui passe 10 millions de becquerels en césium-137 qui ont été mesurés au sommet des réacteurs. Donc ça fait 1 milliard de becquerels par tous les 4 jours et c'est une pollution permanente et personne n'a de solution très viable, ils avancent très lentement. Et donc cette notion d'une catastrophe qui ne s'arrête pas, elle est vraiment un objet civilisationnel et culturel nouveau et donc nous avons du mal à régler nos notions sur ces faits technologiques. C'est ce que expliquait Günther Anders, le philosophe allemand, c'est que avec ces objets nucléaires, d'abord atomiques puis producteurs d'électricité, nous avons affaire à des objets pour lesquels nous n'avons pas de notion, ou peu de notions, ou qui ne conviennent pas. Il faut les transformer, c'est très compliqué culturellement. D'où, je pense, de la même manière, dans une famille, lorsqu'il y a un décès, bon, on est choqué sur le moment, on pleure un peu pendant quelques mois, on a des outils sociaux, genre psychologie, psychanalyse, etc., ou médicaments qui permettent d'amortir le choc, et puis il finit toujours par passer, plus ou moins. Et donc, à un moment donné, la catastrophe est finie, on parle de ses parents qui sont morts à telle année, ça nous a fait du mal, mais, etc. Dans le cas du nucléaire, on a une continuité de la chose même. C'est pas la continuité du souvenir traumatique, c'est la chose même qui continue. Et donc, nous n'avons pas de culture, de notion culturellement élaborée pour affronter un désastre qui serait permanent, qui serait continuel. Enfin, je pense. Hein. Allô ? Oui, je vous écoutais. Alors, dans votre article Nucléaire et jouissance technologique, vous abordez le fait qu'une centrale nucléaire alors vous dites une opération sémiologique. Elle fait écran aux essais nucléaires à leur pollution aussi universelle que tue. Elle opère les noces de la technologie de mort et du bien public. Alors, cette technologie de mort, c'est une des caractéristiques du nucléaire, de la... Allô ? Oui. Oui, c'est une caractéristique. Alors, bien sûr, dit comme ça paraît brutal parce qu'on se dit oui, mais ça sert à fabriquer de l'électricité. Le problème, c'est que la substance grâce à laquelle on fait de l'électricité est extrêmement toxique. Et une toxicité dont nous n'avons pas, là aussi, ou là encore, nous n'avons pas d'idée exacte. C'est-à-dire qu'elle est capable de provoquer des cancers, des maladies pendant des durées, mais extrêmement longues, pendant des dizaines de milliers d'années. Et donc, c'est basiquement, fondamentalement, même à l'état de réacteur producteur d'électricité, on a affaire à une matière, donc à une technologie, qui est caractérisée d'ailleurs par une maîtrise faible, en tout cas dès que les accidents sont graves, qui est extrêmement dangereuse. Cette extrême dangerosité permet de dire qu'on a affaire à une technologie de mort, parce que même si la centrale nucléaire n'est pas faite pour exploser, elle peut le faire. Même si elle n'est pas faite pour contaminer, elle le fait tous les jours, avec des rejets chroniques, hein. Ça c'est pas beaucoup, moi je l'ai appris à cette occasion, mais chaque centrale rejette chroniquement, quotidiennement, des radionucléides dans l'environnement, et on ne le sait pas. Et donc ces radionucléides sont en mesure de provoquer des maladies, ainsi de suite. Donc il y a par nature, le plutonium est dangereux, si vous voulez. Un couteau, par exemple, peut servir à couper de la viande, mais il ne peut pas tuer tout seul, sauf à imaginer qu'il s'envole de sa table et se percute dans le cas des films fantastiques ou gore ou noir. Et dans le nucléaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a affaire à une substance qui, d'entrée de jeu, hein, pas après coup, pas après manipulation, pas parce qu'un méchant en aura fait une bombe, mais on a affaire à une substance qui, d'entrée de jeu, est extrêmement dangereuse, extrêmement toxique. Donc, en effet, c'est une technologie de mort. Et les centrales nucléaires sont nées dans les années 50. C'était le programme Atome pour la paix de 53, qui était destiné précisément à faire accepter la production de plutonium. Dans l'opinion publique, on a fait une grosse propagande parce qu'on sortait de quoi ? On sortait de 45 avec quand même un crime contre l'humanité, avec le bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. Et puis on avait affaire à une guerre froide qui démarrait avec des essais nucléaires monstrueux un peu partout sur la planète. Ça, c'était la réalité. Pour la masquer, on a dit on va faire l'électricité. Si c'est beau, l'électricité c'est bon, et on a fait croire
croire, il y a des documents très nombreux à ce sujet, que ça allait être une énergie absolument gratuite ou très très peu chère, indéfiniment renouvelable, et ainsi de suite. Tout ça étant de la propagande. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à une technologie qui fait l'électricité parmi d'autres, ça c'est complètement faux. On a affaire à une technologie qui est née dans le cadre de la guerre nucléaire. Guerre nucléaire dont on peut dire qu'elle a lieu, en un sens, puisque on a eu plus de 2000 essais nucléaires autour de la planète. Donc une pollution généralisée. Et la centrale nucléaire est chargée de masquer ça, hein, de mettre dans l'arrière-plan la question de la guerre nucléaire. Alors, si c'est une technologie de mort, vous expliquez que oui, vous dites que la centrale nucléaire opère les noces de la technologie de mort et du bien public. Hein, si c'est une technologie de mort, c'est aussi un objet de pouvoir. C'est un objet elle symbolise, vous dites, la puissance de l'État en guerre et rappelle qui est le maître. Oui, je pense que c'est un point très important, c'est-à-dire que au départ, l'objet nucléaire, la chose nucléaire, la machine nucléaire, c'est la bombe. Et la bombe avait pour fonction d'être dissuasive. Alors la dissuasion est complètement fausse, parce que dès que les Américains ont tué la bombe, au lieu de dissuader les autres, ça les a encouragés à l'acquérir. Donc la dissuasion, dès la première année, dès l'année 45, a été un échec. Mais malgré tout, peut-être que les gouvernements ont pu trouver un intérêt, c'est que ça fait peur, la guerre nucléaire. Et donc, un État, pour dominer, a besoin de divers moyens, hein, pour obtenir l'obéissance des assujettis à l'État. Il y a toutes sortes de moyens, de coercition, de suggestion que c'est meilleur de s'associer ou d'obéir à l'État plutôt que d'y désobéir, et ainsi de suite. Et puis il y a aussi la terreur, qui est un vieux rêve de l'État. L'État moderne a été défini par le philosophe Thomas Hobbes, philosophe anglais, en 1655, qui a écrit un truc qui s'appelle le Léviathan, et qui veut montrer que l'État est inévitablement nécessaire, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étends pas, mais surtout son fonctionnement doit être articulé à la terreur. Plus il fait peur, plus il est puissant, plus il fait peur, plus les gens obéissent, plus ils en tirent de bénéfices, puisqu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'envie, et ainsi de suite. Et donc la terreur, ça reste un moyen intéressant de faire de la politique. C'est-à-dire que la France, comme les autres États, alors la France a un statut particulier dans l'histoire, mais comme les autres États nucléaires, peut exercer sur les sujets une puissance qui est active. Je me souviens d'avoir entendu un conseiller de Mitterrand, dont le nom m'échappe, qui ressemble à une sorte de chouette, Attali, voilà. Attali expliquant que dans les négociations internationales, qu'elles soient commerciales ou politiques, avoir des sous-marins nucléaires qui croisent dans les océans, eh bien, ça joue un rôle, ça impressionne. Donc si ça impressionne dans les relations diplomatiques, on voit pourquoi ça n'impressionnerait pas en politique intérieure. Donc le nucléaire a été un moyen, et l'est toujours, je pense, hein, de faire régner une certaine terreur, et donc d'obtenir un assujettissement un peu plus puissant, plus efficace. Disons. Ça, je pense que c'est dans le cas du nucléaire militaire, ça c'est l'objet de la dissuasion, mais pour le nucléaire civil, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment le règne de la terreur, puisqu'en fait, personne n'a peur de ça. Personne n'a peur d'une centrale nucléaire, enfin, à part des gens comme nous qu'on traite de fous furieux et Oui, alors il y a deux choses à distinguer. Disons qu'on peut parler d'une peur ou d'une terreur inconsciente, parce que le problème, c'est que on a d'un côté un mal qui est jugé nécessaire par l'État, qui est l'utilisation de la terreur. C'est une terreur objective, c'est-à-dire qu'objectivement, nous sommes sous la menace des bombes atomiques qui fonctionnent toujours. Il y a eu récemment des essais en Corée du Nord, donc il y a toujours une actualité de la guerre nucléaire. Et la centrale nucléaire est une machine qui est connectée avec la bombe atomique. Elle peut devenir ce que j'appelle un volcan nucléaire, c'est-à-dire une machine à diffuser rapidement en grande masse beaucoup de radionucléides, tandis que la bombe atomique est une petite machine avec peu de radionucléides, mais très très vite, hein, qui fait une explosion énorme. Et puis une centrale nucléaire normale, au fond, c'est une machine qui diffuse lentement peu de radionucléides, hein, par les pollutions chroniques. Alors l'intéressant, je pense, c'est qu'au plan inconscient, il y a une continuité que tout le monde connaît plus ou moins, mais qui est chassée, qui est refoulée. Et qui est refoulée en particulier grâce à la propagande, qui explique que tout va très bien, etc. Mais ce tout va très bien est en même temps contredit par un très grand nombre de faits.
lorsque Tchernobyl a eu lieu, les responsables scientifico-politiques, si on peut dire, ou technocratiques français ont dit « Ah, mais non, vous savez, le nuage nucléaire, le nuage, est-ce qu'on peut appeler nuage une masse de radionucléides qui s'étire sur 15 jours, sur 10 000 km, je crois pas, mais enfin bon. C'était déjà l'histoire de la propagande. Le nuage s'est arrêté à la frontière. Bon, en gros. Donc tout le monde a bien compris que c'était un mensonge. Donc, tout le monde sait qu'il y a une sorte de mensonge. Mais en même temps, basculer du côté de la conscience, des conséquences, c'est-à-dire si on accepte ce mensonge et si on en tire les conséquences, c'est trop violent. Ce qui fait que l'élément de terreur est à la fois actif, parce que chacun sait qu'en réalité il n'en est rien, que les centrales nucléaires sont dangereuses, et en même temps il est refoulé, il est à la limite du refoulement, parce que précisément la propagande en a besoin de ce refoulement pour des profits capitalistiques. Et également la propagande en a besoin parce que une terreur qui est indirecte est plus efficace qu'une terreur qui est directe. Parce que la terreur qui est directe, je peux construire des dispositifs de défense. Lorsqu'on vit dans un état totalitaire, avec une police qui casse les portes, qui rentre dans les appartements privés, etc., on a la trouille, on se défend. Tandis que lorsque c'est diffus, c'est indirect, c'est plus ou moins suggéré, etc., on n'y prend pas garde et donc c'est plus efficace. On va juste on va revenir à votre texte qui donc s'intitule Nucléaire et jouissance technologique. Alors oui. Cette notion de jouissance technologique, vous la décrivez ainsi: tenir dans ces machines le feu qui brûle au cœur des étoiles. C'est la perception inconsciente de ce noyau de jouissance où se tient la mort atomique universelle, semblable à une arme divine qui provoque cette sidération si fréquente au sujet du nucléaire. Oui, alors cette notion de jouissance technologique, je l'avais construite pour tout autres objets, qui étaient la télévision et la bagnole, dans un précédent livre qui est sorti en 2011 chez RS. Et j'avais commencé à repérer, depuis quelques années, disons, cette notion de jouissance qui demande à être élaborée un peu plus, parce qu'elle m'a servi de notion heuristique, là, dans télé, bagnole et autres prothèses. Et je suis en train d'y travailler un peu plus. Bon, et c'est l'idée, plus globalement, que grâce aux techniques, nous avons un pouvoir sur un morceau de réel, de telle sorte que nous pouvons le soumettre. Et le fait que ce morceau de réel cède à la pression technique nous apporte une jouissance, que nous éprouvons tous les jours, hein, chaque fois que nous réussissons quelque chose, je dirais des choses très simples, des prestations mécaniques très simples, ou lorsqu'une idée cède à d'autres idées, enfin, parce que grâce à une idée dans mon esprit, je renverse d'autres idées qui m'obsèdent ou qui m'embarrassent, eh bien j'éprouve une jouissance intellectuelle par exemple, ou technologique appuyée sur des techniques, et cette jouissance, c'est cette plénitude que je ressens du fait que je fais le vide dans une chose, ça résiste et tout d'un coup ça cède. Hein. La jouissance sexuelle, c'est aussi ça. Au fond, ça consiste à buter sur une résistance, ce qui ne veut pas jouir, et puis la jouissance intervient, elle est d'autant plus grande que ça a résisté et que finalement tout cède sous la pression, sous la poussée. Et donc dans le cadre nucléaire, on a forcément une jouissance, dans toute technologie, on a une jouissance technologique. Hein. Mais dans le cas du nucléaire, on a une jouissance particulière parce qu'elle est concentrée sur l'anéantissement d'une matière, grâce à l'explosion, alors qu'il soit ralenti dans les centrales, soit accéléré dans les bombes, de telle sorte que l'intimité de la matière ne résiste plus. La matière, ça a été longtemps, philosophiquement, et donc en réalité, techniquement et concrètement, quelque chose qui résistait beaucoup. On n'arrivait pas à on ne pouvait pas empêcher les cultures d'être détruites par des maladies. Il est difficile d'aller chercher le fer, le cuivre, l'or au fond des mines et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de difficultés dans la matière. Hein, elle résiste. Et puis avec le nucléaire, on a trouvé un truc dans lequel il n'y a plus du tout de résistance. Et c'est l'objet d'une jouissance qui est très, très considérable. Je me suis souvent mis depuis 2 ans, imaginairement dans la tête d'un ingénieur nucléaire, ça va être un truc extraordinaire de pouvoir. Je pense que de pouvoir détruire des atomes d'uranium, d'en faire sortir une énergie colossale, il y a vraiment tout un lexique et toute une pratique, tout un discours, toute une discursivité associée à cette jouissance de pouvoir maîtriser la matière. Et je pense que c'est un des objets les très forts chez les ingénieurs nucléaires et scientifiques, d'autant plus qu'au début, c'était l'euphorie. Les Américains étaient les seuls à disposer de l'arme, ils étaient plus forts que leurs alliés, plus forts que leurs ennemis. Bon. Alors après ça a un peu changé, donc il y a eu un petit club de nations très au-dessus des autres, un petit ou moyenne ou grande, qui grâce à l'arme nucléaire pouvaient entrer dans le club. Donc
une sorte d'élite, un Rotary Club du nucléaire, dans lequel on se serre la main, nous sommes des égaux, parce que nous avons ce pouvoir extraordinaire de supprimer 2 millions d'habitants si on balance une bombe au cobalt sur Londres, par exemple, ou 5 ou 6 millions, j'en sais rien. Enfin, voilà, je crois que c'est quelque chose de très très fort, cette jouissance technologique. Qui est en partage d'ailleurs aussi chez les gens. C'est-à-dire que, oui, vous avez, comme moi, vous avez observé des champignons nucléaires en vidéo. C'est quand même des objets extraordinaires. Hein. Ce sont des explosions complètement délirantes, fantastiques. Et l'augmentation d'être qui est imaginée, qui est aussi au cœur de la jouissance, est mise au bénéfice de ce qui n'est pourtant qu'un anéantissement, de ce qui est profondément un anéantissement. Et c'est sans doute le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que la modernité, depuis quelques décennies, alors c'est difficile de chiffrer, de dater exactement, mais enfin depuis quelques décennies, peut-être un siècle et demi, je ne sais pas, notre modernité se dirige de plus en plus vers une jouissance de l'anéantissement, en concurrence avec la jouissance de l'augmentation d'être. Parce que la production d'énergie, la production agricole, manufacturière, c'est l'augmentation d'être. Sauf que pour le faire, ça, il faut détruire, et il n'est pas impossible que finalement nous soyons dans un basculement civilisationnel, que détruire, ce soit meilleur que d'augmenter, que d'accroître. Allô ? Oui, bien, non, ça me déprime complètement, mais c'est la vérité. Je pensais, quand vous parliez, je pensais au mot fascination, parce qu'il y a une espèce de fascination qui se dégage effectivement devant les champignons atomiques, devant cette capacité qu'on aurait à maîtriser la vie, la mort, et la matière. Bon, il se trouve, et ça vous en parlez dans le second article, la dangereuse imposture nucléaire, c'est que maîtriser la matière, maîtriser le nucléaire, c'est parfaitement impossible. Et vous faites tout un article qui vous a valu des foudres à des internautes sur les ingénieurs du nucléaire qui ne savent pas quoi faire, sur l'incompétence des ingénieurs du nucléaire et sur leur faillibilité, en fait. Oui, ça a beaucoup fâché. Ça a beaucoup fâché. Alors, c'est un article qui est paru en septembre grâce, au fond, à la piscine du réacteur 4 de Fukushima. Parce que les auditeurs peut-être savent qu'il y a une piscine remplie de combustible tout frais, plusieurs dizaines de tonnes, j'ose pas dire plusieurs centaines, et qui sont suspendus à 30 mètres du sol dans un immeuble en ruine. Et le plan, c'est de transférer ces barres de combustible dans une piscine pour les refroidir avant qu'un séisme surgisse, un autre séisme surgisse. Puis après, ils s'occuperont des coriums en 2013, 2020 ou 2030. Bref. La question c'était quoi ? Oui, l'incompétence. Et donc ce qui a éclaté avec Fukushima, là c'est en terre japonaise, c'est-à-dire en terre occidentale, là où règne la préscience et le vrai savoir, c'est précisément une incompétence, une incurie à peu près totale. C'est-à-dire qu'une fois passé le tsunami et les conséquences immédiates, au bout de quelques semaines, il est apparu absolument manifeste, et ça les nucléologues ils pourront rien dire contre ça, qu'il n'y avait pas de solution, il n'y avait personne. Les types d'Areva sont partis à 80-100 km, ils ont pris la fuite rapidement. Après, on a appris que Areva avait fourni une machine à décontaminer l'eau, mais très vite ça s'est arrêté. Et après, c'était le néant. Et ils avaient un tuyau d'arrosage pour refroidir les réacteurs, et rien d'autre. Avec une pollution énorme, on déversait dans le Pacifique. Donc tout ça, ça a été vu. Le vide a été vu. Le vide, ils n'ont pas pu le cacher, le vide. S'ils avaient été compétents sur ces affaires, on les aurait vus, mais par centaines, avec des photos, des reportages, des documentaires, des dossiers de presse, des interviews avec des types qui disent « mais nous, on va faire ça, on va creuser ici, on va attraper ça, on a une machine qui prévoit que, on a une autre machine qui permet de, etc. » Il n'y a rien de tel. Ils n'ont pas prévu l'accident. Isabelle Stengers, qui est quelqu'un de beaucoup plus sérieux que moi et beaucoup plus diplômé que moi, a dit ça assez rapidement, en avril ou en mars même 2011. Comment n'avait-il pas prévu ? Effectivement, ils n'ont pas prévu l'accident grave, l'accident majeur, et pourtant il a eu lieu. Alors Tchernobyl, ils ont dit oui, mais c'est des Russes, ce sont des Soviétiques. Giscard avait dit à l'époque, oui, c'est un peu rustique, mais pas du tout. Comme s'il connaissait quelque chose. Comment ? Comme s'il y connaissait quelque chose. Bien sûr qu'il ne connaissait rien, mais il répétait ce que les néocléocrates lui avaient dit de répéter à la radio gentiment comme un bon caniche politique. Mais enfin, voilà, pour revenir à Fukushima, ce qui est apparu de manière absolument manifeste, terrifiante, c'est le néant, le vide. Bon, j'ai reçu des lettres d'injures, d'insultes par le web, notamment de polytechniciens qui me disent « vous y connaissez rien, d'ailleurs on a des solutions », je dis « bon, très bien, lesquelles ?» Et ils m'envoient un dossier, un type dont je tairai le nom par charité, m'envoie un dossier
qui date de 94. Donc 94, je me disais c'est un peu ancien, est-ce qu'on n'aurait pas un truc un peu plus récent? Et qui concernait un projet de construction autour de 3 Mile Island. Alors je dis mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Ça ne correspond à rien, ça n'est pas utilisable. Et est-ce que c'est vraiment tout ce que vous avez sous le coude? Et je crois que c'est le cas. Ils n'ont rien. Tchernobyl a été improvisé. Il y a une mise en scène militaire. Ils ont appelé ça la bataille de Tchernobyl, les Russes, pour éviter que le cœur en fondant atteigne les nappes phréatiques et ça donne lieu à une explosion absolument colossale. Donc après ils ont construit un sarcophage, mais tout ça est improvisé. On voit très bien qu'il n'y a pas de préparation, qu'ils ne savent pas quoi faire. Et alors Fukushima, c'est dramatique pour eux parce que c'est la répétition de Tchernobyl, mais pas chez les ploucs arriérés soviétiques, mais chez nous, comme dirait l'autre. C'est-à-dire dans l'une des nations les plus technologiquement avancées. Et ce qu'il faut en conclure, c'est que si la même chose avait lieu en France, pour des raisons quelconques, un attentat, une pluie trop forte, une sécheresse, n'importe quoi, un incident technique, un avion qui crache sur une centrale, on serait dans la même situation, c'est-à-dire que l'impossibilité de disposer, l'inexistence d'outils efficaces techniquement parlant. Et donc, c'est pas la faute de la technique ou de la science, c'est que politiquement, il a été décidé dans les années 50 qu'on n'allait pas s'énerver avec la question de la sécurité. Le plan Mesmer a été organisé en ce sens. Ce qui peut augmenter le prix du nucléaire, dit un rapport d'EDF de 72, ça pourrait être le désir excessif de sécurité. Donc ce qui veut tout dire, ce qui veut dire qu'on ne va pas s'inquiéter sur la sécurité, nous sommes les plus forts. Il y a là une arrogance énorme qui a reçu des démentis en 79 sur Maryland, Tchernobyl en 86, Fukushima en 2011, et ça ne change pas. Il n'y a pas de projet. J'ai parcouru le site du CEA, du Commerce énergie atomique, qui a une grosse page sur la sécurité. Mais en fait, c'est des petits trucs dont ils s'occupent, des petites choses. Jamais n'examiner la question d'un accident majeur, contre lequel nous sommes totalement démunis. Alors, depuis Fukushima, l'autorité de sûreté nucléaire a quand même expliqué que oui, on pouvait pas exclure un accident majeur en France. Ça y est, ils ont enfin dit ça. Oui. Mais en même temps, il se passe rien. En même temps, on sait parfaitement bien que quelles que soient les mesures de sécurité qui soient prises, ça ne changera pas puisque le danger du nucléaire, il est inhérent à la technique elle-même. Donc, la conjonction de choses qui vont faire qu'il y aura une catastrophe est par définition imprévisible. Enfin, Disons que la prévisibilité est très faible au sens où on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Mais la probabilité, en revanche, pour qu'un accident majeur ait lieu, est de plus en plus élevée chaque jour. En particulier en France, parce qu'il y a beaucoup de réacteurs et parce qu'ils sont de plus en plus vieux. Il y a des fuites, il y a toutes sortes de problèmes. Moi, j'ai demandé à l'ASN de m'envoyer le rapport qui a été publié en janvier 2012. J'ai tenu 50 pages de lecture parce que quand on lit tout le détail, bon, d'abord c'est inextricablement compliqué, mais une fois qu'on a compris un peu de quoi il est question, on découvre que dans presque chaque centrale, il y a un truc qui marche pas bien, il y a un groupe électrogène qui n'a pas été réparé, ou dont le type a pris le câble parce qu'il voulait allumer chez lui un éclairage important, enfin des trucs incroyables. Et donc il y a un vrai danger objectif qui ne va pas cesser d'augmenter, d'une part parce que les centrales vieillissent, d'autre part parce que de toute façon, comme vous le dites, en effet, la matière, le plutonium ou le combustible est une chose trop dangereuse qu'on ne maîtrise pas techniquement. Et donc, et c'est net aussi, le démantèlement des centrales n'a pas été prévu. On a fabriqué des trucs, puis on s'est dit que ça allait. On s'est même pas dit qu'un jour ça s'arrêterait, alors qu'il était évident que ça vieillit tous ces matériaux. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans? Voilà. Et ça, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le prédire à la manière d'une chiromancienne ou d'un mage, ou de vin, mais on peut être sûr en revanche que le risque augmente. Et ce risque est colossal, c'est pollué pendant 100 000 ans, au moins 20 000 ans, enfin c'est des chiffres tellement immenses que ça n'a plus de sens, des zones très très grandes, alors, par des matériaux qui sont indétectables sans un matériel très compliqué. Donc, tout se conjugue, c'est un peu le hasard qui fait ça. La matière est indétectable, je peux boire un verre de plutonium, enfin peut-être pas, ça va être très rapide, mais tous les jours nous absorbons des radionucléides et nous ne voyons rien, nous sentons, ça picote pas, ça sent pas mauvais, enfin ça gratte pas, bon. Donc le corps est transparent pour eux. Et ils sont invisibles pour nous. Donc il peut y en avoir plein, il peut y avoir un accident majeur en France, si EDF le taisait, on ne le saurait pas. On ne le saurait pas parce que d'entrée de jeu, ça ne se voit pas. Et pourtant, c'est une matière extrêmement dangereuse, extrêmement toxique et qui dure mais extraordinairement longtemps. Et donc les risques sont colossaux. Et donc si on en prend conscience, on ne peut que réclamer une chose, c'est d'arrêter ça.
Voilà. Alors, ça fait le lien avec le troisième article. Alors, sortir du nucléaire où il restait une même illusion, alors là, ça nous achève complètement. C'est-à-dire... Je suis désolé. Hein, mais... non, mais je suis consciente que, en fait, vous dites les militants aux yeux de qui sortir du nucléaire est une nécessité vitale, et ceux qui estiment judicieux d'en continuer l'usage partagent des présupposés communs largement illusoires, mais que tous désirent protéger. Tous fomentent un épais silence sur une angoissante vérité. La nucléarité inéluctable du monde contemporain. En réalité, sortir du nucléaire est impossible, désirable, souhaitable, nécessaire, mais infaisable. C'est pour finir sur une note d'espoir. Plus qu'à se suicider. Non, je suis désolé, c'est en réfléchissant que ça m'est venu. Hein. C'était pas du tout pour trouver une position originale, ni pour ni contre. Mais il m'a semblé que, oui, on était dans une illusion. Alors, je vais pas déprimer les auditeurs, tant plus que l'heure passe et qu'on s'approche de la fin de l'émission. Mais je crois quand même qu'une centrale arrêtée est moins dangereuse qu'une centrale qui fonctionne. Mais à part ça, les bombes existent toujours. À La Hague, il y a des piscines de refroidissement qui sont des techniques des structures très simples, quasiment dans des hangars, enfin presque en plein air, qui contiennent 80 tonnes de plutonium. 80 tonnes, c'est 10 000 bombes atomiques, c'est 8 milliards de doses létales, si elles étaient distribuées, etc. Bon, il y a une masse de radionucléides qui est là pour des millénaires. Et donc sortir du nucléaire, c'est juste en fait arrêter des réacteurs et passer 10 000, 20 000 ans à gérer les déchets. Parce qu'une centrale nucléaire qui est arrêtée, c'est une immense poubelle, avec des millions de tonnes de matériaux qu'on a essayé de recycler dans la casserole il y a quelques années. La CRIRAD avait lancé une pétition contre ça. Et donc on y est, quoi. Hein. Les essais nucléaires ont eu lieu, la pollution chronique a eu lieu, et donc on va avoir des cancers par millions. Et ça, on ne peut plus l'empêcher, c'est trop tard. Ce qu'on peut faire, c'est éviter une catastrophe style Fukushima ou Tchernobyl en arrêtant les réacteurs. Mais de toute façon, il faudra gérer, la contamination, des millions de tonnes, des centaines de millions de tonnes de déchets, parce que il y a les déchets nucléaires, les combustibles, il y a tous les produits, les machines techniques, le béton, le métal, etc., qui doit être emballé. En fait, une centrale, ça ne peut pas être démantelé. Hein, vous receviez Christine Berger, d'après ce que j'ai vu il y a quelques semaines, qui a bien expliqué dans son livre sur Superphénix qu'en fait, démanteler, c'est juste emballer, déplacer, enfouir, cacher, déplacer donc. Donc, j'avais été insulté par un type dans l'article de Libération qui me disait: vous y connaissez rien, il y a une centrale qui est démantelée jusqu'au gazon. Alors, si j'avais pu répondre, j'aurais dit il est sous le gazon, qu'en est-il? C'est que les pollutions sont dans la terre pour des milliers d'années. Donc, en effet, il y a de toute façon cet aspect-là. Alors, ce qu'on peut obtenir quand même, c'est que les centrales soient fermées. Fermées, c'est-à-dire qu'on arrête les réacteurs comme production d'électricité. Mais il faudra quand même les gérer pendant des milliers d'années. Mais vous n'êtes pas tendre avec les militants, hein, puisque les militants croient disposer d'une maîtrise technique du nucléaire, croient disposer d'une maîtrise politique du nucléaire, croient que la démocratie, ça existe encore, croient disposer d'une maîtrise historique du nucléaire, c'est-à-dire qu'en fait, on est les pros et les anti, on est à mettre dans le même panier. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque pour qu'on puisse se différencier d'un nucléocrate ou d'un ingénieur nucléaire? Rassurez-vous, il y a une différence très forte, c'est que les uns disent tout va bien Madame la Marquise et les autres disent il y a un risque colossal et il faut le diminuer. Donc là-dessus, il y a une vraie différence objective. En revanche, là où il y a une communauté, c'est dans un certain nombre de croyances. Quand on est pro et anti à l'égard de quelque chose, il y a une sorte de ressemblance, puisque les uns sont pour l'existence d'une chose et les autres sont contre. Donc chacun admet que la chose existe et qu'on a un pouvoir sur elle. Or, la question que je posais comme philosophe, c'était de savoir s'il y a vraiment un pouvoir là-dessus, si le nucléaire peut être objet de nos actions, parce que les radionucléides sont un acteur, forment des populations très nombreuses, totalement indisciplinées. C'est-à-dire qu'elles ne pensent qu'à une chose, c'est à sortir de leur endroit, à pulluler, à proliférer.
finalement, les centrales nucléaires, ce sont des sortes de nurseries dans lesquelles on couve des radionucléides qui en produisent d'autres, des actinides qui se transforment les uns dans les autres. C'est une matière extraordinaire qui change. Ce sont des éléments qui sont extrêmement nombreux, des isotopes très nombreux. Enfin. Et donc, cette matière-là, ces populations de radionucléides qu'on a introduites dans le monde à partir de 43-44, existent et on ne pourra pas. On ne pourra pas aller leur dire un par un, reste bien dans ton coin, ne bouge pas, parce qu'ils ont une forte tendance à la désobéissance, et donc, qu'on soit pro ou anti, dans les deux cas, on croit pouvoir les maîtriser. Et ce que montrent les catastrophes, c'est que justement, on ne les maîtrise pas. Il faut inventer des techniques, alors ça va coûter un fric complètement délirant, des années de recherche, pour trouver des techniques qui contiennent vraiment les déchets nucléaires. Et c'est ce manque qui me fait dire que nous nous imaginons maîtres, aussi bien pour autoriser que pour empêcher. Alors, la question que je pose, c'est est-ce que nous sommes vraiment si maîtres que ça? Peut-être qu'il faut prendre conscience de la réalité. Alors, s'il y a un choc un peu narcissique à encaisser, sous une blessure narcissique, bah oui, finalement, c'est vrai que, etc. Je pense qu'il vaut mieux prendre appui sur la réalité pour construire quelque chose plutôt que sur des illusions, parce qu'à un moment donné, les illusions vont apparaître comme telles et on n'aura pas un discours adapté. Parce qu'on peut accepter beaucoup de choses. L'épidémie de sida au début était une sorte de scandale, on était complètement paniqués face à ça, puis on s'est dit au début oui mais ça concerne que les homosexuels, donc des moindres êtres humains, donc on n'est pas concerné, etc. Puis petit à petit tout le monde s'est rendu compte que ça concernait tout le monde, les hétérosexuels comme les homosexuels, et qu'il fallait faire face à ça, qu'on n'avait aucune solution pendant des années, qu'on en a trouvé petit à petit, etc. Donc je pense qu'il vaut mieux affronter la réalité et se dire que notre maîtrise du nucléaire n'est pas si grande que ça, partir de ce fait, c'est pas un principe ou un postulat, c'est un fait. Et à partir de ce fait, construire quelque chose. Alors ça suppose effectivement d'encaisser une sorte de blessure narcissique en disant oui, bah, finalement on croyait mais on n'a pas. On croyait avoir la maîtrise mais on l'a pas. Et on l'a pas. Alors, si vous voulez bien revenir quand vous aurez pour nous parler de votre livre qui est à paraître et qui s'appelle La condition nucléaire, essai sur la catastrophe de Fukushima, ce sera avec plaisir qu'on vous recevra. Oui, mais je reviendrai avec plaisir, oui, pour en parler. Très bien. Avec plaisir. Et je voulais juste, si on a 2 minutes, finir sur un petit texte de Gunther Anders, puisque vous l'avez cité, je crois, dans son petit livre « Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ?» Et il parle du nucléaire civil, et qu'on discute autant aujourd'hui des réacteurs nucléaires, qu'on soit pour ou contre, même dans les plus hautes sphères politiques. Cela tient vraisemblablement au fait qu'il y a eu dans chaque pays quelques personnes qui, infatigablement, ont attiré l'attention sur cette situation moralement impossible et qui ont réussi à réellement inquiéter quelques millions d'hommes. On nous a traités de semeurs de panique. C'est bien ce que nous cherchons à être. C'est un honneur de porter ce titre. La tâche morale la plus importante aujourd'hui consiste à faire comprendre aux hommes qu'ils doivent s'inquiéter et qu'ils doivent ouvertement proclamer leur peur légitime. Mettre en garde contre la panique que nous semons est criminel. La plupart des gens ne sont pas en mesure de faire naître d'eux-mêmes cette peur qu'il est nécessaire d'avoir aujourd'hui. Nous devons par conséquent les aider. Oui, j'espère œuvrer en ce sens. Je crois que c'est vrai, ce passage est magnifique de cet entretien de Gunther Anders. Oui. Alors il y a un livre intéressant à lire en ce moment, c'est le livre de Jean-Baptiste Fressoz sur l'Apocalypse joyeuse, Histoire du risque technologique. Il explique qu'en vers 1850-1900, on a fait très consciemment le choix d'utiliser des technologies dangereuses plutôt que sécures. Et donc il y a eu un choix culturel qui a été fait. On s'imagine qu'avant les années 60-70, personne ne faisait de l'écologie, etc. Tout à fait faux. Au XVIIe siècle, on s'occupait de la pérennité des exploitations forestières, etc. Et donc depuis très longtemps, il y a une préoccupation de développement durable, comme on dit en termes modernes. Et l'idée qu'on peut se balancer dans des technologies sans beaucoup de sécurité, c'est apparu avec le train, avec la machinisation de l'industrie et de la société au XIXe siècle, l'extension de l'éclairage au gaz et ainsi de suite, avec des explosions nombreuses, des risques et ainsi de suite. Et on a été décidé qu'on pouvait vivre avec une certaine dose de risque. Donc il y a une histoire de ça. C'est-à-dire que ce que Gunther Anders nous dit, c'est que il faut avoir peur parce qu'on a eu peur. On a appris à être désinhibé. Fressoz parle de désinhibition. La modernité récente est une série de désinhibitions. On y va.
Et ces désinhibitions, je crois qu'il faut les remettre en route, parce que là, c'est la question de la morale, au fond, hein, se retenir de faire quelque chose. Et ne pas se retenir d'avoir peur, c'est précisément un moyen de retrouver un rapport moral aux autres, parce que qu'est-ce qui nous relie à l'autre, finalement? Très souvent une peur. Pourquoi sommes-nous inquiets par nos enfants? Parce que nous avons peur qu'il leur arrive quelque chose, et que cette peur qu'il arrive quelque chose à autrui, c'est aussi, ça a été décrit par les philosophes comme ça, mais c'est aussi un des fondements du rapport moral aux autres. Et il nous faut retrouver un sol pour la morale. C'est ce que dit Anders. Avec la guerre froide, les guerres mondiales, les assassinats de masse, enfin, on a eu tendance à perdre, disons, ce qui a été un vecteur, un moteur très ancien, très permanent de la moralité, du rapport à l'autre, c'est-à-dire quelque chose comme une peur à l'égard de l'autre, une peur pour autrui. Mais ça peut très bien fonctionner avec une peur pour soi. Donc pourvu qu'il y ait cette peur face à la survie, à la question de la survie, eh bien on peut retrouver un sol actif, puissant pour l'action. Et je pense que les antinucléaires n'ont pas du tout à s'inquiéter du fait que la maîtrise n'est pas si élevée, parce que l'important c'est en effet de diffuser une sorte d'autorisation d'avoir peur. Il y a aussi une espèce d'idéologie du courage, là, un peu stupide, qui fait de chacun une sorte de soldat qui va affronter, défier la violence et la souffrance. Mais enfin, il faut aussi reconnaître que nous sommes des êtres humains faibles, que nous vivons les uns grâce aux autres, les uns par les autres, et que ce qui doit être conservé, c'est ça. Je pense qu'il faut être conservateur et ne pas avoir peur d'être conservateur, conserver la vie. Et ça vaut aussi pour le capitalisme, ça vaut aussi pour l'industrie chimique, etc. Ou la politique. Bon, on va finir là-dessus, sur une petite note d'espoir. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pourrez retrouver cette émission donc, qui sera rediffusée jeudi prochain et le jeudi suivant à 12h. Et puis retrouver toutes nos émissions de Radio Galère à la demi-heure radioactive sur notre blog collectif antinucléaire13.wordpress.com. Merci beaucoup. Donc à bientôt alors. Oui, merci, à bientôt. Au revoir.